Salut l'équipe, nouvelle série de vidéos sur la chaîne First Team. On s'est dit qu'on allait vous présenter plusieurs franchises NBA. Et avec moi, pour m'épauler, dans les ailes, ça va courir vite en contre-attaque, Thomas et Stephen. Comment ça va les amis? Salut Arnaud, salut Tom. Très content d'être de retour en studio pour pouvoir faire les petits tournages et puis petite nouveauté. Tout à fait. Une nouvelle série avec les copains de toujours, avec Polo et comment il s'appelle déjà? Bien sûr, c'est bien ce qui me semblait. et Tom, et ça fait plaisir de se revoir, honnêtement. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu en studio. Toi, je crois que ça fait encore plus longtemps que tu n'avais pas mis un pied ici. Et entre-temps, j'ai toujours pas trouvé de crème solaire. Mais... Ouais. Donc une émission sponsorisée par toutes les merguez de France, évidemment. Merci Stephen pour ce sponsor. On va commencer cette série par pas la plus vieille des équipes, une équipe plutôt jeune encore dans l'histoire de la NBA, c'est le Orlando Magic, les gars. Ouais. C'est une équipe donc, qui a vu le jour fin des années 80. Et on va commencer en se disant, je vais vous poser la question, pour vous, si je vous dis Orlando Magic, à quoi ça vous fait référence à quoi? Qu'est-ce que la première image qui vous vient en tête? Alors, je vais pas sortir la plus évidente, mais c'est la première à laquelle j'ai pensé quand tu m'as posé la question, Erwan. C'est 2009. Alors, c'est une finale pour le Magic, mais c'est surtout à cause du Magic qu'on ne verra pas une finale entre Kobe et LeBron. La fameuse rêvée de tous les fans des années 2000-2010. Donc c'est la première chose qui m'est venue en tête. Après, il y en a beaucoup d'autres. Et si je devais citer un autre truc, c'est début 2000, c'est T-Mac, c'est les cartons, c'est l'avènement d'une superstar NBA. Donc T-Mac qui me vient comme ça aussi en tête. Toi, Steph? Après, Tom est un peu plus jeune que nous, donc ses souvenirs sont un peu plus récents. Moi, j'ai ma période adolescent, 1995, j'ai cette finale NBA en tête, Houston-Orlando, avec ce choke complet du Magic et notamment de Nick Anderson. Ils se font sweeper alors qu'ils doivent prendre le match 1. C'est vraiment ce que j'ai en mémoire de la part de cette franchise du Magic d'Orlando, cette finale 95 face à Houston. On n'a jamais revu un tel craquage d'ailleurs d'un joueur sur J.R. Smith. Sur la ligne. C'est différent. J.R. Smith, il y a 3 ans maintenant. Alors moi, je mettrais Nick Anderson devant J.R. Smith. C'était 4 lancers francs d'affilée, mais on aura l'occasion. J.R. Smith a été meilleur sur le mec qui a brisé sa voiture, sa vitre de voiture. Oui, incroyable vidéo il y a quelques jours. Il n'a pas de choc là pour le coup. Il nous a choqué, mais il n'a pas de choc. Moi, c'est Shaquille O'Neal. C'est l'arrivée de Shaquille O'Neal en NBA. Parce que voilà, c'est une franchise floridienne. Il y a le soleil, il y a Disney, il y a le fun. C'est une franchise fun. Le Magic a toujours eu cette image et le Shaq, quand il arrive, c'est ce personnage-là, quoi. C'est un mec qui, en plus de détruire ses adversaires, amène en plus un côté fun. Il remplace un petit peu Magic Johnson dans le côté smile, dans le côté sourire, dans le côté on diffuse du plaisir sur le terrain de basket. Et c'est vrai que moi, c'est les débuts, je commence à suivre la NBA 92. Et c'est l'image que j'ai, c'est de ce superbe maillot Magic qui est revenu en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Et avec ce mec-là c'est un ovni ce monument qui est le Shaq. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, à Orlando, il y a un Français qui joue, c'est Evan Fournier. Et Thomas, tu as pu lui parler un petit peu pour justement lui avoir aussi ses impressions de l'intérieur sur cette franchise du Magic. Merci Evan, en tout cas, d'être avec nous pour parler du Magic d'Orlando, ta franchise actuelle. La première question que j'ai envie de te poser sur cette franchise, c'est quel regard tu avais avant d'y jouer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu le Magic avant que je sois NBA, donc quand j'étais gamin. Donc forcément, ça me faisait penser à Shaq, ça me faisait penser à T-Mac. Je pense surtout de notre génération, on a vraiment grandi à l'époque où T-Mac était à son top avec le Magic. Il y avait ses chaussures avec Adidas, etc., etc. Et voilà, c'était vraiment le kiff de les suivre. Et c'était une des équipes, j'ai envie de dire, le plus connues en France. Puis après, à mon arrivée en NBA, c'était juste après le trade de Dwight, donc c'était un peu la catastrophe là-bas. Il y a eu 2 années vraiment très compliquées pour eux. Et donc, quand on allait jouer à Orlando, c'est genre on va gagner, quoi. Tu vois. Donc voilà. Et puis après, maintenant, depuis que je suis là, c'est vrai que les premières années ont été compliquées. Et là, ça fait 2-3 ans qu'on est beaucoup mieux là. Quand on sait que c'est une franchise qui a fait 2 finales NBA, est-ce que toi qui y joues, tu sens le poids de l'histoire au quotidien? Pas trop. Ouais, quand même, parce que on a la chance au Magic d'avoir des gens qui travaillent dans l'organisation depuis l'ouverture, depuis la première année du Magic. Les gens sont là, en fait. Et donc, ils ont connu Shaq, ils ont connu Penny, ils ont connu T-Mac, Vince Carter, enfin vraiment tout le monde. Et donc, ils échangent avec nous sur un petit peu des histoires un petit peu rigolotes ou alors des histoires de matchs, etc. Et donc, c'est vrai que tu sens que il y a une vraie histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de titre, mais par exemple, Shaq, c'est une histoire qui est toujours pas passée, quoi. Comment Shaq est parti, etc., etc. Tu sens que
les fans et l'organisation, bah, ils l'ont en travers de la gorge encore. Quand tu parles de ça avec eux, pour eux, c'est vraiment une. Tu as l'air de dire que c'est un peu une trahison du Shaq qui s'est barré, qui a laissé la franchise, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'ils le prennent, ouais. C'est comme ça qu'ils le prennent. Bah, d'ailleurs, il y a qu'à voir, hein, dès qu'on reçoit des anciens joueurs dans la salle, que ce soit Turkoglu, Rashard Lewis, Jamir Nelson, T-Mac, enfin tout le monde est très bien reçu. Chaque on ne l'a jamais revu. Alors qu'il a une maison ici, tu vois. Donc Ouais. je pense vraiment qu'il y a des tensions. Et puis c'est vrai qu'ils ont une politique de ne pas retirer le maillot des joueurs ici. Ils n'ont aucun maillot retiré. Ils ont que le 6e homme officiellement. Pour le Voilà, c'est public. ça. Ouais. C'est ça. Donc je pense que ça aide pas non plus sur ce côté-là. Pour toi, quel joueur est le plus emblématique de l'histoire de la franchise? Bah, pour moi, c'est Shaq, hein. Franchement, ouais, franchement. Après, tu peux débattre, tu vois, parce que bon, Shaq, c'est le meilleur joueur, mais c'est vrai qu'un gars comme Dwight, c'est celui qui a, j'ai envie de dire, marqué le plus la franchise. Donc, si je dois vraiment mettre un joueur sur le Magic, je dirais Dwight, parce que c'est lui qui a accompli le plus de choses, en fait. Qui est resté plus longtemps aussi, ouais. Ouais, ils sont allés en finale NBA, il était 2 fois ou 3 fois meilleur défenseur de l'année, je sais plus. 3 fois, ouais. C'est le meilleur marqueur de l'histoire du Magic, c'est le meilleur rebondeur, etc., etc. Et ouais, moi, franchement, pour moi, c'est le joueur qui a le plus marqué le club. Après, emblématique, pour moi, c'est Shaq, parce que bah, c'est le Shaq, quoi. C'est le plus fort, en fait. Ouais, voilà, tout simplement. Il est comment le public à Orlando? Bah, en fait, même quand on était vraiment pété et qu'on gagnait 25 matchs, la salle était pleine, en fait, parce que c'est une destination très prisée des touristes, avec les parcs Disney, etc. Et donc, dans la salle, souvent, il y a énormément de touristes et de groupes, en fait. Et donc, c'est pas forcément des connaisseurs de basket, en fait. Et donc, les vrais fans, ils viennent moins souvent. Ils viennent pour les grosses affiches ou alors pour les playoffs et quand c'est chaud. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Et donc, c'est vrai que sur certains matchs, tu le ressens, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un dunk, ils vont complètement... ils vont devenir fous, ils vont crier partout, etc. Et quand il y aura un passage important dans le match où on va avoir plein du public, etc., il y aura moins de réponses. Et donc, ça dépend des matchs, en fait. Ça dépend vraiment des matchs, mais on n'est pas à plaindre sur le taux de remplissage. Tu m'étonnes, on pense à d'autres franchises qui ont plus de mal à remplir et à avoir des vrais supporters. On sent quand même qu'il y a un peu d'engouement autour du Magic quand même dans la ville. Non, clairement. Puis même, on est la seule équipe pro dans la ville. L'année dernière, quand on a fait le run pour les playoffs, la ville était complètement, était en ébullition, quoi. Le premier match, le Game 3 à Orlando, c'était la folie. Tiens, reprends le sol là. Non, ouais, t'inquiète. Et c'était vraiment la folie. Et donc, bah ouais, c'était une preuve que les fans du Magic attendaient ça depuis vraiment longtemps et qu'ils sont derrière nous, en fait. Ok, super. Bah, écoute, on te souhaite bon courage pour la suite de ton passage au Magic. Merci, c'est cool. On ne sait pas combien de temps il va me rester. C'est clair. C'est gentil. Écoute, la vidéo, elle sort lundi. On est lundi aujourd'hui. Bon, tu es toujours un joueur du Magic, donc écoute, on te souhaite de rester le plus longtemps possible là-bas. C'est sûr, en tout cas. Ouais, c'est clair. Bon, c'est cool. 31 ans, c'est l'âge pile poil de la franchise du Orlando Magic qui, en peu de temps, a réussi quand même à s'écrire une belle histoire. On voit ça tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors, je vais prendre un petit peu mon air Pierre Bellemare pour vous raconter cette longue et belle histoire du Magic d'Orlando. Enfin, pas complètement... La création du Magic. Alors, si le Magic naît en 1989, il est fécondé en 1985. Et oui, 4 ans de gestation. Oui, parce que la première fois où on parle d'une équipe NBA à Orlando, c'est en 1985. C'est des businessmen qui se disent... Tiens, je sens le coup, j'ai envie de mettre une équipe à Orlando. On sait qu'il y a le parc Disney qui est là depuis 1971. Donc, on flaire un petit coup. Le problème, c'est qu'Orlando, c'est une ville où il n'y a pas de grand aéroport. C'est une ville où il n'y a pas de grandes salles non plus. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et puis surtout, il va falloir attendre que la NBA puisse s'ouvrir un petit peu et arriver notamment à cette fameuse expansion NBA. Ça arrivera en 1987 où David Stern et ses conseillers disent, tiens, on va donner 4 tickets d'entrée. Donc, il y aura Miami. Tout à fait, en voisin. Minnesota, Steph. Charlotte. Et donc, bien sûr, un ticket reviendra pour le Magic. Et pour savoir, c'est que le Magic d'Orlando sera la première franchise pro dans la ville d'Orlando.
Donc c'est vraiment une nouveauté. Et pour ça, forcément, quand on veut lancer une équipe professionnelle, bah, il leur faut un nom. Alors il n'y avait pas de hockey, pas de baseball, pas de football américain. À l'époque, en tout cas, il y avait rien. Walou. Qu'est-ce qu'ils faisaient Orlando? Ils allaient à Disney, du coup. Il y a une équipe de foot maintenant, il me semble, mais donc c'était le Magic a été le premier sport professionnel à s'installer à Orlando. Donc du coup, il a fallu voter, comme ils font, ça se fait souvent aux États-Unis, il a fallu voter pour donner un nom. Tu aurais voté pour quoi, toi, tiens, pour Orlando? Bah oui, j'aurais pensé. Alors, malheureusement, il y a déjà Miami, mais c'est vrai que l'idée de chaleur, c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. Pourquoi pas les crocodiles ou ce genre de trucs, là, les alligators. Tu vois, c'est les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, mais bon, sinon, pas d'autre idée. Toi, Steph? Orlando Donald. Orlando Mickey. Voilà, un truc avec Disney. La chaleur, les animaux ou. C'est pas bête ce que tu dis, parce que donc il va y avoir 4 propositions qui vont sortir du chapeau. Il y a le Heat, mais on sait que Miami était sur le coup. Orlando Heat. Ouais. Orlando Heat, ça fait bizarre. Ouais. Il y avait le Orlando Juice. Le juice. Ah, le jus d'orange. Le jus. Ouais. C'est un surnom pour dire qu'ils ont du. Il y avait le Orlando Tropics, mais bon, il y avait déjà une équipe de semi-pro qui existait avec Jackie Moon. Voilà, on le voit derrière. Bravo. Beau maillot, grande classe. Il est long en plus le maillot. Ouais, donc ça les Pacers. Ouais, donc ça sera. Un peu Erwan avec des cheveux. Même gestuel. Bravo. Donc ça sera ni le Heat, ni les Tropics, ni le Juice, donc ça sera le Magic et en rapport direct avec le parc Disney, puisque le village magique, voilà, tout le monde, tout l'univers autour de Disney. Donc ça sera le Orlando Magic. En vrai, ça ne vous étonne pas ça que une nom de sport américain, alors c'est une ligue privée et tout ça, mais dans leur imaginaire, le parc Disney est tellement important qu'ils vont chercher une autre marque pour, tu vois, créer une nouvelle entité. Je pense que c'était une passerelle importante pour le business. Et ça s'est vu qu'aujourd'hui, sur le maillot du Magic, c'est Disney qui sponsorise. Je pense que la passerelle, elle est archi importante entre cette franchise-là, et c'était important pour le Magic d'avoir un pied et une espèce de pont pour amener aussi les fans de NBA à Disney. Et puis on voit aussi que Disney aussi a une part prépondérante et importante en NBA, parce qu'on parle d'une reprise NBA, notamment à Disney et à Orlando. Non, au moment où on tourne, pour l'instant, rien n'est décidé. Donc début de saison 1989, le Magic est compté parmi donc, les futures équipes NBA pour la saison à venir. Le problème, Tom, c'est qu'il y a 0 joueur, donc il y a ce qu'on appelle une expansion draft, qui n'a rien à voir avec la vraie draft. La seule chose qu'on peut comparer avec la draft, c'est qu'ils vont choisir des joueurs. Sauf que dans une draft normale qu'on connaît tous, on va chercher des joueurs de fac, des joueurs du lycée à une époque, des joueurs européens, en tout cas des joueurs qui ne sont pas en NBA. Là, le but, c'est de créer une équipe de A à Z complètement. Tu pars de 0, tu n'as aucun joueur au Magic, donc tu dois aller chercher des joueurs dans d'autres équipes qui sont déjà sous contrat sous d'autres équipes. Donc en 88, donc du coup, il y a Miami et Charlotte qui peuvent choisir, et donc arrive le tour donc en 89, juste avant la première saison, pour Minnesota et pour Orlando. Alors ça se passe tout simplement, toutes les équipes ont 7 ou 8 joueurs à protéger. 8 joueurs à bloquer et 2 joueurs à donner libre. Exactement, ils ont 8 joueurs à protéger. Donc par exemple, les meilleurs joueurs en général sont protégés. Hein. Si tu as Magic Johnson, Michael Jordan ou Kareem Abdul-Jabbar ou Isaiah Thomas, on peut imaginer que tu vas tout faire pour les garder. Donc d'autres joueurs vont faire partie de cette draft, et donc les deux équipes, donc Orlando et Minnesota, vont pouvoir choisir l'un après l'autre des joueurs libres, en tout cas par les autres équipes, laissés libres. Et donc ils vont faire un petit toss, comme au début d'un match de foot, et c'est Orlando qui aura la chance de drafter en premier. Alors qui ils vont drafter? Sidney Green des Knicks, Reggie Theus des Hawks, 2 All-Stars à l'époque, Terry Catledge des Bullets, qui sera le meilleur scoreur lors de leur première saison 89-90. C'est un joueur de Portez, Terry Catledge. Et que, oui, une petite anecdote. A fait quelques jours, et puis du jour au lendemain, il a pris l'aéroport, il s'est barré, ils sont allés voir son appartement, il avait laissé ses 2 chiens qui avaient saccagé l'appartement. Beau passage, Terry Catledge. Drôle de passage. Pierre Séant se rappelle bien. À l'américaine, Otis Smith des Warriors, Scott Skiles, pour aller jusqu'aux gens qu'on connaît, dont on est familier, donc qui venaient des Pacers. Maintenant, il est coach. On le connaît très très bien. Quel record d'ailleurs de passes en NBA? 30. Bravo. Oh, magnifique chips. Plus personne ne peut parler pendant l'émission, ça va être super. Donc voilà, donc il y a une douzaine de joueurs qui seront choisis. Tous ne joueront pas pour la franchise, mais le plus connu, c'est Scott Skiles, qui restera 5 ans au Magic, qui fera des finales un peu plus tard. Et qui sera coaché. Tout à fait. Et qui sera coach aussi. Le premier match d'exhibition du Magic, il se joue le 13 novembre 1989 face aux Pistons, champion en titre. Rien que pour ça, il y a une ambiance incroyable. Orlando gagne, on imagine que les Pistons avaient autre chose à branler que de s'envoyer, même si c'était les bad boys de l'époque. Je pense qu'ils avaient d'autres choses à penser. Mine de rien, première victoire pour ce match d'exhibition, dans une ambiance plutôt assez incroyable. Et Nick Anderson,
Le fameux aura cette phrase. Oh, c'était comme un match 7 de finale NBA. Bien senti, frérot. C'est quand même, ça m'a fait rire quand j'ai bossé un petit peu tout ça. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire qu'il ait cette déclaration. C'était comme un match 7 de finale NBA, alors que sur un match 1 de finale NBA, il a quand même fait le plus gros choc de l'histoire du basket. Oui. Ça n'a rien au fait que Nick Anderson était un bon joueur, mais ça m'a fait un petit peu sourire. Ouais. Le vrai premier match officiel sera contre les Nets, une défaite 111-116 dans un match assez dur, et la première victoire interviendra 2 jours plus tard, évidemment contre les Knicks. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Allez, on va aller tout de suite sur la carte d'identité un petit peu du Magic d'Orlando. Donc on voit ça, création en 1989, localisation Floride évidemment. Ça, le Amway Center qui était avant le Amway Arena. Steph, tu me disais, on voit les différents logos. Le palmarès, 2 fois champion de la conférence Est, 6 fois champion de division. Et un maillot retiré. Le 6e homme, toujours pas de joueurs qui ont le maillot retiré. On aura un débat en fin d'émission pour savoir qui est le meilleur joueur de l'histoire du Magic. Mais avant ça, on a choisi 3 dates. 3 dates importantes dans la construction de cette franchise et qui vont nous amener un petit peu à voyager tout au long de leur histoire. Envoyez les 3 dates, nous a mis en régie. La première date, c'est évidemment le 24 juin 92, Steph. 24 juin 92, c'est la draft de Shaquille O'Neal qui arrive de LSU à la fac en première position devant Zo Morning et devant Christian Laettner, le célèbre pivot de la Dream Team 92. Tout à fait. Deuxième date importante dans l'histoire du Magic d'Orlando, c'est le 10 mars 2004. T-Mac va faire le record de la franchise en inscrivant 62 points contre Washington. Et dernière date, c'est 2009. Orlando atteint la finale NBA contre les Lakers de Los Angeles avec un pivot dominant, Dwight Howard, et surtout un Frenchie, Mike Pietrus. C'est absolument. Qu'on entendra tout à l'heure. La draft alors, on va revenir sur la première date, la draft du Shaq. Donc, c'est une équipe encore jeune, 3 saisons à peine. Ils tombent sur son premier tour de draft. Et tout de suite, dès que le Shaq arrive, Tom, ça change complètement le paysage de cette équipe. Absolument. Il y a un truc qui est important, c'est que les débuts en NBA sont difficiles. Évidemment, vous avez entendu les noms qu'on a cités, il n'y a pas de réel star. Et c'est difficile d'engranger des bons résultats. Donc pour les 3 premières saisons, ils sont quand même à 18 victoires, 31 victoires, 21 victoires. Donc ça leur permet d'avoir ce premier choix de draft à Orlando et donc d'avoir le monstre du moment, même si Christian Laettner est pour beaucoup le meilleur joueur de l'histoire de la NCAA. Tu vois, il peut être en concurrence avec, pourquoi pas, Kareem Abdul-Jabbar, pour ne citer que lui. Mais en tout cas, le Shaq arrive, et tu en as un peu parlé tout à l'heure, au-delà de son smile, de tout ce qu'il dégage, c'est un joueur ultime, une saison rookie tout à fait exceptionnelle, et des résultats immédiats, parce que c'est pas le tout d'avoir un bon joueur. On le voit bien avec les numéros 1 de draft. Parfois, ils mettent un peu plus de temps pour s'imposer. L'avantage du Shaq, c'est que dès la première saison, il est trop fort. Et surtout, ils vont pouvoir atteindre les 41 victoires. Il n'y aura pas de play-off. Mais tout de suite, on sent qu'il se passe quelque chose du côté du Magic. Ça fait 20 victoires en plus. Ils étaient à 21 l'année d'avant. Tu gagnes 20 matchs en plus. Tu as un bilan à 50%. C'est un impact monumental du Shaq. Rookie et élu All-Star la première année en étant rookie. Pour ceux qui ne connaissent pas le Shaq de l'époque, j'imagine que tout le monde le connaît, qui a déjà vu, vous avez déjà vu des images absolument. Il faut voir. Mais n'hésitez pas à regarder, c'est incroyable. Il casse un panier quand même, notre ami. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est la même année. Mais en tout cas, il casse au moins 2 paniers, un à Phoenix et un à New Jersey. Et puis il se jette dans les tribunes, on est en train de le voir. Et c'est un mec de 2m16 qui prend le rebond, capable de faire des coast-to-coast, tente des passes aveugles. C'était Shaq à son prime. Si vous avez des images de Shaq en fin de carrière, c'est plus le même. Quelques kilos en trop. Véloce incroyable. Donc des résultats en hausse forcément avec l'arrivée du Shaq. Et puis un nouveau coup de chance, premier choix de draft l'année d'après en 93. Et là, il y a déjà le début d'une histoire à raconter. C'est-à-dire qu'ils ont le premier choix, ils choisissent Chris Webber. Alors qu'ils ont un pivot, voilà. Alors qu'ils ont déjà le Shaq. Alors à l'époque, on pouvait jouer grand, ça se faisait. Mais c'est surtout qu'eux, ils veulent faire jouer Chris Webber et le Shaq en même temps. Mais c'est Chris Webber, qui est lui, pour le coup, pareil, une superstar universitaire, absolument, et qui dit « Moi, je ne veux pas jouer avec le Shaq ». Donc, il se passe un échange avec Golden State et il récupère Penny Hardaway comme ça. Alors, il y a ça, mais il y avait aussi une autre histoire quelque part. C'est qu'on avait vu un documentaire il y a quelques temps sur cette époque-là qui était incroyable d'ailleurs. Et il disait aussi que le Magic avait fait exprès de prendre Chris Webber, sachant que les Warriors voulaient absolument Chris Webber et qu'eux étaient surtout intéressés par Penny. Le Shaq avait tourné aussi avec lui sur Blue Chips à ce moment-là. Donc il se disait si on prend Chris Webber, il va avoir la haine. Exactement. Et donc ils ont fait un échange où ils ont récupéré du cash. Donc du coup, ils sont hyper gagnants dans cette histoire. Ils voulaient Penny Hardaway. C'est évident d'avoir un meneur de jeu en plus qui était merveilleux déjà. On a sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur Twitter des images en high school de Penny Hardaway. Tu vois déjà tout ce qu'il va faire en NBA ensuite. Athlète tonique. Donc
Absolument, entre autres des dribbles et beaucoup d'autres choses. Et en fait, ça a du sens d'aller chercher une superstar qui va devenir plus tard au poste de meneur pour faire un one-two punch d'exception, j'ai envie de te dire. Donc du coup, Steph s'ouvre la première ère de l'histoire du Magic, c'est autour de Penny et Shaq, cet axe 1-5, il va très vite atteindre les sommets et profiter de la retraite de Michael Jordan. Exactement. Ils font play-off d'entrée. Ils sortent au premier tour. Je crois qu'ils se font sweeper par les Pacers d'Indiana. Ils prennent 3-0, mais c'est la première participation en play-off de l'histoire. Et Indiana est une équipe solide de l'époque. Indiana est très solide. Et puis cette saison 94-95, avec l'arrivée d'Horace Grant notamment, et ils vont taper les Bulls d'un Jordan qui revient de sa première retraite avec cette interception de Nick Anderson sur Michael Jordan qui revient par derrière et vient taper le ballon. C'est le premier moment de gloire du duo Penny-Shaq et le seul peut-être. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, on le disait tout à l'heure, donc 3 saisons un peu cata, mais dès la 5e saison, 5e ou 6e saison d'existence, tu accèdes déjà au Saint Graal. 6e saison. Mais c'est très court. C'est très court de. Surtout quand tu pars de zéro, temps. Exactement. Tu prends des joueurs qui sont 9e ou 10e des autres franchises. Et c'est là la beauté de la draft. On parle souvent de la draft, du fait que dans ce système fermé de la NBA, ils veulent que les petites équipes se renforcent. Là, on est en plein dedans. Ils ont eu beaucoup de bons choix aussi, parce que les Dennis Scott, les Nick Anderson, les machins, voilà, il y en a plein. Horace Grant, tu en as parlé. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont entouré ce duo, mais c'est la draft. Numéro 1 de draft, forcément, ça t'aide. Mais c'est la draft qui leur a permis d'être très fort, et aussi un changement de coach, puisqu'on ne l'a pas dit, mais le premier coach de l'histoire du Magic, c'est Matt Guokas. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien, parce qu'avec ce type de nom, c'est Jukas, peut-être, qui est remplacé par Brian Hill, et c'est avec Brian Hill qu'ils vont découvrir les playoffs. Ouais, donc tu le disais, Steph, il y a un truc intéressant, c'est que cette ère, tout le monde en parle, tout le monde s'en rappelle, en tout cas, de cette ère. Shaq, j'allais dire Shaq Kobe, non, mais Shaq Penny. Tout le monde se rappelle avec des regrets. Et tu dis que c'est très court, et en fait, effectivement, c'est très court, puisqu'ils font finale 95. Derrière, ils font. Jordan revient en 96 avec la fameuse saison 70-10, et donc ils se font sweeper en finale de conf. Ils ont le deuxième meilleur bilan de la NBA. Ils sont à 60-22, Orlando. Mais le problème, c'est qu'ils retrouvent donc, les Bulls de Chicago qu'ils avaient tapés l'année d'avant. Jordan revient, et pour le coup, et surtout à l'été 96. C'est le départ de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui est donc free agent. Et là, il y a un vrai premier couac dans l'histoire de la franchise, c'est on n'arrive pas à signer le Shaq. Et c'est pas et quand on lit un petit peu pas mal d'articles, c'est pas forcément la faute du Shaq. Quand on lit les histoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est que la franchise, il y a une histoire de. À l'époque, on ne veut pas donner le max. C'est ce qui se dit quand on lit les articles. À l'époque, la franchise. Pour le choix. C'est un choix assez incompréhensible. Il y a toujours eu des petits soucis, de toute façon, sur la petite friture entre le management du Magic et Shaquille O'Neal sur des négociations. Mais là, on arrive quand même sur une fin de contrat. On sait que c'est un pivot dominant avec lequel on peut voir sur l'avenir. T'es déjà allé en finale avec. Et il lui propose pas le max. Et il y a Penny Hardaway sur qui il croit énormément derrière. Mais l'un sans l'autre, on a du mal à imaginer les voir aller au bout. Et le fait est qu'ils ne tombent pas d'accord. Et à l'époque, il n'y a pas encore le lockout, il n'y a pas de luxury tax, donc ils peuvent lui filer le maximum. Et ce qui se dit, c'est qu'ils lui ont proposé 13 millions la saison, alors que Shaq était plus sur 20 millions la saison à l'époque. Je pense qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est que le Shaq était très fort sur le terrain, il n'y a aucun doute. Mais tu décelais déjà quels étaient possiblement ses problèmes, c'est-à-dire que tout leur basket était très important. Les films, Shazam, les CD de rap, les soirées DJ, les soirées DJ, son envie aussi peut-être d'aller dans un plus gros marché. Oui aussi. Parce qu'il va pas. Parce que derrière, il va pas Minnesota, un mec qui veut faire de l'entertainment, gros. Exactement. Et il a besoin d'être exposé sur un gros marché aussi. Et peut-être qu'Orlando commençait à devenir trop petit pour lui. Déjà, je pense qu'il y a toutes ces raisons qui entrent en ligne de compte. Alors, si tu vois, on prend le côté factuel, et s'il voulait 20, fallait lui donner 20, tu fais tout pour garder ce type de joueur, ça nous paraît tous évident. Peut-être qu'eux voyaient déjà les problèmes qu'on verra dans 10 ans plus tard. Moi, j'entends, mais Jordan a fait Space Jam en jouant à Chicago. Mais c'est Jordan. Ouais, c'était Jordan. Je suis pas sûr que ce soit la même rigueur entre Michael Jordan sur un tournage et Shaq sur un tournage. Ça veut dire que tu peux être sûr de cette théorie. En tout cas, le départ de Shaq en 96, c'est pas que lui qui veut aller voir un gros marché. C'est que quelque part, il a pas eu aussi l'offre qu'il attendait de la part du Magic. 20 millions, il prend et il est à Orlando. Possiblement. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. On nous dit ça, ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas. D'ailleurs, on va écouter Shaq qui va nous expliquer pourquoi. Moi, j'ai quand même l'impression, et on va le voir dans la suite de l'histoire, que quelque part, ce choix-là, ce premier choix important de l'histoire de la franchise, de ne pas re-signer, de ne pas réussir, ou de ne pas avoir envie, ou de ne pas faire ce qu'il faut, en tout cas, pour re-signer
Shaquille O'Neal, ben derrière, ça va quand même les amener sur une trajectoire, peut-être même avoir un signe parce qu'on va voir qu'il va avoir pas mal la poisse après par la suite, puisque finalement donc Shaq va à Orlando. Penny se retrouve à Los Angeles. Penny se retrouve seul aux commandes. Ils font péter Brian Hill aussi. Ouais, tout à fait. Penny fait des choses incroyables, mais se pète. Et puis finalement, Penny Hardaway, il va rester 3 ans tout seul avant d'être transféré lui aussi à Phoenix. Donc finalement, ce duo Shaq-Penny qui laissait rêver, eh ben, au final, c'est une finale NBA, point barre. C'est des finales de conférence. Après, il y a un truc qui va dans ton sens, c'est qu'ils font une saison extraordinaire, 95-96, ils font 60 victoires. Ils font une finale de conf. Ils ont une équipe qui a de l'expérience, avec des joutes de play-off, avec une finale perdue, certes, avec des joueurs d'expérience. Tu vois, là, je me suis remis le roster 95-96. Donc, évidemment, il y a Penny et Shaq. Il y a Horace Grant qui est toujours là. Tu as Dennis Scott qui est à 17 points par match. Tu as Nick Anderson qui est un vrai joueur, un super joueur. On se souviendra toujours de ça, mais c'est un super joueur régulier, bon shooter et tout ça. Tu as Brian Shaw qui rejoindra le Shaq et ensuite aux Lakers. Tu as quand même un adage de base hyper important pour pouvoir enchaîner les grosses saisons. Donc, clairement, il y a dû avoir des inimitiés, ça peut pas être que ça. Peut-être aussi que les managers du Magic disaient que, à un moment donné, c'est peut-être à ce gars-là qu'il fallait donner les clés à Penny plutôt qu'au Shaq. Après Penny, comme Kobe et Shaq, tu vois, à un moment donné. Quand Penny a les clés de la boutique, quand Shaq part, ils sont menés 2-0 en play-off. Penny fait 2 matchs à 40 points de suite pour arracher un match 5 contre le Heat de Miami, je crois. Il est monumental en bonne santé. Oui, mais ils ne repasseront plus jamais un tour de play-off. Oui. Avant 2008. Tu te rends compte ? Mais ça nous fait fantasmer encore de se dire putain, qu'est-ce que ça aurait pu donner Penny en pleine forme et Shaq. C'est un des nombreux what-if qui existent en NBA. Penny et Shaq pendant 10 ans en bonne santé. Est-ce que le retour de Jordan et les Bulls qui recommençaient à surdominer la ligue, parce que quand il est sweep en finale de conférence, il sort d'une saison régulière à 72-10, tout le monde est impressionné, il roule complètement sur la NBA. Et ça va durer encore 2 ans. Après, est-ce que peut-être le fait que Jordan soit revenu, ça peut aussi influencer le Shaq sur le fait de dire vas-y. La conférence S, c'est mort, faut se barrer. Peut-être. C'est difficile à dire. Oui, peut-être. C'est une théorie qui se tient. Oui, t'as raison. Mais ils sont aussi sur la fin. Même si les Bulls dans le jeu intérieur, Shaq, il n'a pas été longtemps inquiété. Hein. Ouais, c'est ça le truc, c'est que même si tu te dis ils vont pas tenir 5 ans comme ça, eux ils sont encore très jeunes. C'est une théorie qui, si c'est vrai, c'est un peu cata, quoi, disons. Si tu fuis la conférence petit slibard de la part de Shaq. Ouais, petit slibard. Pourtant, qui est réputé pour l'inverse. Pourtant, on sait qu'il a créé un tripixel, mais... Donc, Penny Hardaway se retrouve aux manettes. Il va rester 3 saisons. Il partira. Il est envoyé aux Suns en 99. Et là, Orlando va commencer une période un petit peu plus compliquée, une période pas si longtemps que ça, de reconstruction. Jusqu'à l'arrivée, et là ça sera notre deuxième date, n'hésite pas à remettre, on a pris notre date, c'est les 62 points de T-Mac, puisque l'après Penny Shaq, c'est la prochaine star de cette franchise, c'est T-Mac, donc qui le 10 mars 2004, pour sa dernière saison au Magic, a inscrit 62 points. Et si on a pris cette date-là, c'est surtout pour revenir sur cette période-là, T-Mac. Doc Rivers, Grant Hill blessé, la non-arrivée de Tim Duncan. Ce qu'a été T-Mac, c'est plein de souvenirs, plein de highlights, mais ce que ça aurait pu être encore une fois avec Orlando, on est dans le what if. Ouais. Des blessures. Catastrophe. Parce que tu disais justement, ils arrivent donc en 2000, T-Mac arrive de Toronto en 2000, mais Grant Hill arrive la même année. Donc du coup, Grant Hill, qu'on ne présente plus, qui est un joueur fantastique, mais déjà injury prone, qui va au Magic sur le papier. C'est l'un des duos les plus bandants qu'on ait vu, même peut-être dans l'histoire de la NBA, avec 2 joueurs, je vais dire, qui se ressemblent. Alors, d'un point de vue des postes, des ailiers, manière de ballon, ultra spectaculaires, dunker, clutch. Enfin, tu vois, on peut les définir de plein de manières différentes. C'est vrai que sur le papier, c'est un duo qui fait bander. Donc, tu te rends compte qu'en 96, le Shaq se barre. En 2000, 4 ans, encore une fois, c'est court. Tu es possiblement avec l'un des meilleurs duos de toute la NBA. Donc, finalement, ils rebondissent très rapidement au Magic. Même si je pense que Grant Hill était peut-être le choix par défaut. On sait qu'ils ont énormément de marge dans salary cap et qu'ils veulent soit Grant Hill, soit Tim Duncan. Et je pense que l'option numéro 1 était quand même Tim Duncan. Et quand Tim Duncan décide de prolonger avec les Spurs, je ne veux pas dire que c'est un énorme choix par défaut. C'est un peu plus tard, ça.
Non, c'est là, c'est 2000. Ils sont censés arriver et jouer tous les trois, comme Tim Duncan, Oui. la fameuse histoire. Ouais. Ils sont censés jouer tous les trois. Et Tim Duncan ne vient pas. Il y a de la place pour tous les trois. Oui, ils ont du cash pour avoir les Et en trois. fait, Tim Duncan ne vient pas. Il y a un article que j'avais lu dans Rivers très intéressant d'ailleurs qui disait qu'il y a un repas. Donc Tim Duncan, il est vraiment chaud de quitter les Spurs. Hein. Et il y a un repas avec Rivers. Et Doc Rivers dit mais de toute façon, c'est hors de question, non négociable. Les femmes ne voyagent pas avec les joueurs. Et Duncan, il a fait bon, mais on peut même pas en discuter. Non. Et c'est ça qui aurait fait basculer Duncan pour lui dire non. Parce que Tim Duncan, il veut madame à tous les déplacements. Je sais pas après comment il voyait les choses. Après, quand tu passes un jour, une semaine sur deux. Toi, t'aurais été Tim Duncan, t'aurais signé. Toi, les femmes voyagent pas, ça t'aurait arrangé, non? Moi, j'ai pas de copine, donc au moins ça m'aurait pas embêté. Peut-être que pour vous deux, ça aurait été plus compliqué. Vous qui êtes des gens amoureux de vos compagnes. Et tu vois, quand on parle des blessures, à Orlando, de vos compagnes. cette espèce de malédiction. Grant Hill, on a tous le souvenir que c'est un grand blessé, hein, bon, évidemment. Penny aussi, ils font partie des 2 plus grands what if de tous les temps. Il rate pratiquement jamais de match, Grant Hill, quand il est à Détroit. Quand il arrive à Orlando, il joue 4 matchs la première saison, 14 la deuxième, 29 la troisième et saison blanche pour la 5e. Frère, vous vous rendez compte? Cheville en carton. Cheville en carton, on connaît les histoires d'infection. Sa femme, Tamia, une chanteuse qui lui dit... il se réveille dans la nuit en ayant très mal. Visiblement, il est à 2 doigts de l'amputation, tellement c'est grave. Tamia, super chanteuse. Elle pouvait voyager ou pas dans l'avion, elle? Bah, apparemment, en tout cas, c'était pas le problème. Le problème, c'était les chevilles de son mari. Donc tu te rends compte quand même que dans cette espèce de malédiction, parce qu'il y a un peu de ça au sein d'Orlando, en quelques saisons, tu as 2 des meilleurs joueurs de la Ligue qui peuvent pas jouer à cause des blessures. On en est à Orlando. Mais il y a un côté malchance, on va aussi le voir par la suite. Et puis surtout, ça commence avec T-Mac, ce côté de on passe jamais le premier tour. Doc Rivers est quand même élu coach de l'année. T-Mac est meilleur scoreur de la Ligue à plusieurs reprises. Et finalement, c'est toujours le même souci. Ils n'arrivent jamais à passer un premier tour, et notamment en 2002-2003. Alors, c'est l'avant-dernière saison de T-Mac. Ils mènent 3-1 face aux Pistons avant de se faire sortir 4-3. La loose. L'année d'après, la dernière saison de T-Mac, alors T-Mac joue 67 matchs, le bilan, il est honteux. Ouais. 21 victoires. 21 victoires. On a pris la date, on a pris les 62 points parce que c'est une marque importante, mais c'est surtout pour que ça reflète cette ère où tu as du talent, énormément de talent, tu as des blessures, mais quand tu imagines le record de T-Mac en carrière, jamais tu imagines que c'est une saison à 21 victoires. Ils font quand même une série de 19 défaites consécutives. Et au milieu de cette série, ils font sauter Doc Rivers. Absolument. Absolument. Donc du coup, après, tu vois, je pense qu'on garde tous un très bon souvenir de cette époque d'un point de vue individuel de T-Mac. La saison 2002-2003 est incroyable, à plus de 30 points de moyenne. Il est vraiment très très fort. Il est avec Iverson, avec Kobe, avec Vince Carter, avec Ray Allen. Avec Gordon Garicek qui était très bon. Oui, avec tout. Oui, tout à fait. Enfin, là, je ne le mettais pas dans les 5. Hein. Dans les top 5 scores, non, mais il faisait les 5 meilleurs, les 5 meilleurs arrières de la Ligue. Pardon. Il regardait dans les yeux ce type de joueur-là. Moi, en tout cas, j'en garde parce que les maillots étaient cool, que T-Mac était un joueur incroyable et qui se tirait la bourre avec les autres meilleurs joueurs. Et pourtant, il n'y a pas de résultat. Comme tu dis, il ne passe jamais un tour. Et ils font une saison à 21 victoires, ce qui est dramatique. Les signatures shoes Adidas aussi, il y a une vraie grande campagne autour du Magic. Il y a une hype T-Mac. Hein. Ouais, il y a une vraie hype T-Mac et donc forcément du Magic. T-Mac se barre en 2004. Pour faire à peu près la même chose à Orlando, à Houston. Paris ne passera pas de tour, il fera des exploits individuels. Mais là encore, Orlando va rebondir assez rapidement quand même avec l'arrivée d'un monstre d'un premier tour de draft, Dwight Howard. Ouais. Compliqué à gérer notre ami, mais qui quand même va... compliqué pas à ce moment-là. Voilà, Steph, quand Dwight Howard il arrive, ça va quand même encore une nouvelle fois offrir de belles perspectives à cette équipe du Magic. Eh ben, on amène un big man monstrueux. On parlait de Shaq le mutant, Dwight Howard, même si c'est un petit peu en dessous en termes de capacité physique, ça reste un mutant quoi qu'il arrive. Des épaules, on lui a mis des cintres à la place des épaules. Du tir extérieur apparemment. Ouais, je suis pas sûr que ça reflète vraiment sa carrière. Pivot défenseur, contreur, avec un petit peu de post-up, pas forcément au début quand il arrive à Orlando, mais surtout un phénomène athlétique. Ballon en bas, Tomar. Ballon en bas, Tomar. Alley-oop. Tomar Dufan. Tomar Dufan, exactement. Ouais. Mais non, ils ont eu Shaq, ils ont eu Dwight Howard. Alors, les garçons qui vont nous regarder aujourd'hui, ils vont penser à Dwight Howard, role player aux Lakers, qui a fait un peu la merde. Mais allez voir Dwight Howard, époque Orlando Magic.
arme de destruction massive. Et puis défensivement, surtout. Bien sûr. Mais le truc de Dwight, c'est que, et on a souvent eu ce débat, tu vois, ensemble, même à l'époque du Hoopcast, on en parlait de sa place un peu parmi les meilleurs pivots. Ouais, je regarde aussi la en même temps, c'est incroyable. Évidemment, Dwight a une place un peu particulière parce que c'est un pivot frustre. Voilà, il est capable. Les joueurs sont tellement forts, ces mecs-là. Il est capable d'avoir des petits hooks et tout. Ça manque un peu de toucher. Ça manque un peu de toucher. Dans les grands moments, jamais tu donnes la balle à Dwight pour qu'il clôt un match. Oui. On a vu Shaq parfois faire des petits hooks pour gagner des matchs. Dwight, c'est pas le cas et on le met pas dans la même ligue. Mais il n'empêche que Dwight permet au Magic d'Orlando d'être une équipe qui compte avec un coach qui va tout faire pour qu'on lui fasse de la place dans la raquette et qu'on l'entoure de très bons shooters, parce que c'est quand même une équipe très intéressante sous Stan Van Gundy qui remplacera Brian Hill, l'ancien coach justement en 95 quand il va en finale. C'était déjà lui. Il est revenu pour 2 petites saisons. Il fera les playoffs une seule fois. C'est en 2006-2007. Tu te retrouves comme avec une équipe qui te permet d'aller en finale NBA et qui est hyper bien structurée. Donc Jameer Nelson, Rafael Alston, donc les meneurs de jeu. Tu as Courtney Lee qui était rookie à l'époque, jeune sur le poste 2. Tu as Edo Turkoglu dont on va parler parce que c'est une pièce maîtresse de ce dispositif. Et Rashard Lewis qui arrive en 2007, qui sera All-Star lui aussi en 2009 avec Orlando. Donc c'est une équipe avec Marcin Gortat aussi, on se souvient, qui était backup de Dwight à l'époque. Ils ont une énorme équipe. Ils ont une énorme équipe. Et tu oublies un joueur, un Français de l'époque. C'est Michael Pietrus. Justement, en plus, on n'a pas beaucoup de nouvelles de Michael Pietrus. Et justement, moi, je savais que ça a été mon gars quand on jouait en Coupe de France. Ses premiers cartons, il les a mis sur ma propre gueule. Donc, du coup, pour lui rappeler des bons souvenirs et surtout pour lui parler du Magic 2009, je suis allé parler un petit peu à Michael Pietrus qui nous parle de cette époque-là et de Dwight Howard en tant que leader. Salut Mike, comment ça va? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas croisé. La dernière fois qu'on s'est vu, il me semble que c'était sur un terrain de Coupe de France et je crois que c'est moi qui avais gagné. C'est vrai, c'est toi qui avais gagné. Et depuis, on a toujours gardé cette relation entre Biarritz et Port-Orthez. Et ça me fait toujours plaisir de te voir. Moi aussi, ça fait un petit bout de mois et je suis bien content de t'avoir. Je voulais te parler un petit peu de ta période chez le Magic d'Orlando. Tu arrives là, dans cette franchise en 2008 et dès la première saison, vous allez directement en finale, emmené par un Dwight Howard qui à l'époque est certainement le meilleur pivot de la ligue. Et pendant 2 ans, vous allez jouer le titre. Tu peux me parler de cette période un petit peu de cette équipe qui a été construite autour de Dwight Howard? Comment vous aviez un style assez particulier? Au fait, quand j'ai signé à Orlando, je connaissais très bien le general manager. Donc, je lui ai dit mon rêve, ce serait de jouer avec cette franchise d'Orlando. Et puis, il m'a dit, bon, étant donné qu'on a beaucoup d'ambition, c'est-à-dire d'aller chercher un titre NBA, pourquoi pas aller en finale, je me suis dit, bon, j'irai là-bas et relever le challenge. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, le challenge, c'était d'atteindre les objectifs. Et puis, on avait l'opportunité avec le groupe qu'on avait formé, d'essayer de prouver quelque chose. Et puis, je suis tombé à Orlando. La star, c'était Dwight Howard. Et puis, toute la tech était focalisée sur lui. Donc, c'était à lui de nous montrer le chemin pour aller vers cette finale. Quel type de leader c'est? Parce qu'on a vu qu'après Orlando, ça a été compliqué justement pour lui d'être un vrai leader. Sur cette époque, sa meilleure période en NBA avec Orlando, quel type de leader c'était? Est-ce que c'était un vocal dans les vestiaires? C'était plutôt quelqu'un qui montrait l'exemple sur le terrain? Les deux? Au fait, Dwight Howard, c'est un peu un leader atypique. C'est-à-dire que ce n'est pas un leader que tout le monde connaît de tous les jours. Les Kobe Bryant, les LeBron et les Michael Jordan. Donc, Dwight Howard, c'est un leader où il aime bien s'amuser, mais en même temps, il aime bien être sérieux sur le terrain. Et ça se voit aujourd'hui avec les Lakers. Il est plutôt entre s'amuser, mais de temps en temps, il se fait recadrer par LeBron et dire que voilà, on fait du sérieux. Et donc, à Orlando, c'était quand même un mec sérieux. C'était quand même un mec qui était très jeune, qui avait des ambitions. Et son but, c'était de pouvoir être à la hauteur de LeBron James, Carmelo et tous ces stars qui veulent faire gagner leur franchise. Est-ce que tu as été surpris de son après-carrière, après son passage au Magic, comme ça a été compliqué aux Lakers, aux Rockets, pour finalement retrouver aujourd'hui Dwight Howard finalement en second couteau? Ouais, moi aujourd'hui, pour moi, ça me fait très bizarre de le voir en 6e, 7e rôle. C'est quand même un joueur qui a été à la tête, que je dirais, d'une franchise. Et puis, il y a beaucoup de débats disant que si Dwight Howard il est Hall of Fame, s'il n'est pas Hall of Fame, tout ça. Et, il a quand même apporté beaucoup au Magic. C'est vrai qu'après, ça s'est mal tourné avec Stan Van Gundy. Tout le monde se rappelle de cette histoire. Et puis, après, bon, nous, on s'est fait transférer. Il a demandé qu'on se fasse transférer, étant donné qu'on
qu'on était dans une mauvaise phase, que Vince Carter soit transféré et tout ça. Après la suite, c'est de l'histoire. On va revenir sur cette période. Donc, toi, tu as joué deux saisons et demie au Magic. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner? Parce que vous avez parlé d'abord de ce style un peu incroyable avec Dwight Howard dans la raquette et ces 4 joueurs en fer à cheval qui étaient capables de défendre, de shooter, de créer. En fait, on avait tous les atouts. On avait tous les atouts, mais honnêtement, on n'avait pas de l'expérience d'une finale. Et puis, quand vous jouez quand même le serpent que j'ai beaucoup apprécié jouer contre Kobe Bryant. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai eu une grosse pensée pour sa famille et pour lui-même, quoi. Et donc, vous tombez sur Kobe Bryant et les 2 frères jumeaux, les World Trade Center, c'est Pau Gasol et Andrew Bynum. C'était vraiment dur de pouvoir, comment dire, d'aller les affronter. Dwight, c'était quand même le leader de notre attaque. Et puis, on a essayé de se débrouiller contre Boston, contre Cleveland, essayer d'atteindre cette finale. Et puis, bon, on a échoué, mais c'était quand même les Lakers. L'année d'après, vous faites finale de conférence. Vous arrivez face à Boston, avantage du terrain, invaincu 4-0 premier tour, 4-0 demi-finale de conf. Et là, face à Boston, ça passe pas non plus. Et avec le recul maintenant, qu'est-ce qui vous manquait? Vous aviez l'expérience de la finale et Turkoglu n'était plus là. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette équipe qui aurait peut-être pu espérer gagner un titre? Je n'ai pas vraiment de regrets. Je pense qu'on a pris du plaisir à être sur le terrain. Je pense qu'on a pris du plaisir à jouer. Et après, bon, il ne faut pas oublier qu'on avait, bon, même si on avait une belle équipe, une grosse équipe, il ne faut pas oublier qu'en 2009, on joue les Celtics où Garnett n'était pas là. Et puis là, on tombe en 2010, l'année où les Boston ils gagnent le titre, où Garnett il est là. Je pense que c'était l'une des franchises qu'on redoutait le plus. C'est-à-dire que la saison NBA se jouait à l'Est entre Boston, Cleveland et les Magic. Donc, on est tombé sur plus fort et plus haut que nous. Donc, on a accepté notre défaite. Et puis, on a voulu continuer sur cette lancée en espérant que l'année d'après, on aurait pu gagner un titre ou aller quand même en finale. Mais bon, après, on s'est fait transférer de droite à gauche et puis, bon, c'était la fin. Thomas a beaucoup de regrets sur cette équipe du Magic parce que le Magic 2009, c'est le Magic qui prive les fans de NBA d'une finale entre Kobe et LeBron, qui n'aura finalement jamais lieu. Vous êtes cette équipe-là aussi. C'est vrai qu'on est historique. On n'a pas gagné en 2009, mais on est dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils en parlent parce qu'ils ont toujours voulu voir la finale entre Kobe et LeBron. Même moi, je pense que ça aurait été une belle finale, mais c'est dommage. On a brisé leur rêve. Donc, on reste quand même dans l'histoire de 2009. Merci, Mike. Merci, Mike. C'est cool d'avoir de tes nouvelles. Avec plaisir. Hey, la NBA à fond. Steph, 2009, c'est un basket particulier proposé par Stan Van Gundy et le Magic. Il y a Dwight Howard dans la raquette. Il y a autour, il y a des joueurs de ballon et surtout tout le monde capable de mettre dedans. On peut rajouter J.J. Redick aussi. Tout à fait, mais qui est encore jeune. En début de carrière, mais qui joue jeune. Young J.J. Redick. Mais qui rentre dans la philosophie du coach, des mecs qui sont capables de mettre dedans. Un Edo Turkoglu, dont on parle très peu, mais à cette époque-là, c'est quand même un vrai créateur de jeu. Alors, pas une vitesse folle, mais c'est quand même un ailier de grande taille qui met dedans à 3 points. Il fait une saison monumentale. C'est propre. Et puis, tu as un mutant à l'intérieur. Et puis, Mike Pietrus en soldat qui part en mission. Alors, sur Kobe, souvent. Tu lui as valu le surnom de Kobe Stopper. Kobe, lui, quand on lui en parle, ça n'a pas l'air d'avoir fait un énorme effet d'être défendu par Mike Pietrus. Mais il y avait quelque chose. Rashard Lewis avec son tir derrière la tête, qui mettait dedans comme un cochon. C'était une belle équipe. C'était une belle équipe en finale. Maintenant, en face, c'était un niveau supérieur quand même, les Lakers. Ouais, c'est clair. Ils étaient en mission, les Lakers. Personne n'en veut à Courtney Lee d'avoir raté un lay-up. On se souvient une dernière seconde sur un lay-oop. Mais tu vois, cette équipe, moi, j'ai un très bon souvenir parce qu'elle était très structurée, elle était bien coachée et l'idée de jeu était très claire.
Alors, je ne vais pas parler de small ball parce que y avait, quand Turkoglu est ton poste 3 et Dwight Howard ton pivot, c'est pas du small ball. Hein, mais il y avait l'idée d'avoir beaucoup de spacing, d'avoir un grand, justement, donc Dwight Howard à faire à cheval, basé aussi sur une bonne défense. On voit Dwight mettre un contre. Il enchaîne pas les titres de meilleur défenseur de l'année pour rien. C'est parce que grâce à lui, ils arrivent à avoir une vraie défense très solide, une assise défensive tout à fait, Erwan. Ils ont de la création par Alston, par Jermaine Nelson et par Turkoglu. Et Turkoglu, c'est un gars qu'on aime beaucoup, qu'on a vu dominer, être bon à Sacramento, mais il nous sort quand même des saisons de très haut niveau, à presque 20 points par match en 2008. C'est tout à fait le genre de joueur qui aurait pu être All-Star une fois. Par exemple, à cette époque-là, on se souvient de lui avec des tirs clutch, des buzzer beaters. C'est lui qui avait les derniers ballons, en fait. Ah oui, tout simplement. demande à LeBron. En fait, tu vois, ça me fait penser un peu aux Bucks, alors dans un style complètement différent, avec Giannis qui est pivot, entre guillemets, et Brook Lopez qui est au large. Donc on laisse de la place pour un gars qui a un peu de mal à jouer extérieur. Qui prend les derniers ballons aux Bucks? C'est Chris Middleton. C'est le même type de profil, quelque part, que Turkoglu. Turkoglu est peut-être plus créateur pour les autres sur pick and roll, mais grand poste 3, bon shooter, très fiable. Ah oui. Tu vois? Donc ça me fait penser un peu à Chris Middleton aujourd'hui du côté des Bucks. Un peu moins vif. Tu dis clairement moins vif. Turkoglu, tu dis qu'il aurait pu être All-Star, il est quand même Most Improved Player en 2008. En 2008. Tout à fait. Et donc ils font finale en 2009, en 2010. En 2009, il y a peut-être l'histoire avec Turkoglu que je voulais raconter. En 2009, ils sont en finale. Quand tu es en finale, normalement, tu re-signes tous tes gars et tu tentes d'y retourner l'année d'après, surtout quand tu domines la saison régulière. Turkoglu, malheureusement, ne se mettra pas d'accord avec la franchise du Magic et sera transféré du côté de Toronto avant même de re-signer. Donc, toujours pareil, si tu ne re-signes pas, tu veux pas signer, très bien, on va t'envoyer ailleurs. Il reviendra plus tard à Orlando, mais ce ne sera pas le Turkoglu qu'on a connu avant. De toute façon, ça ne sera plus jamais le Turkoglu. Mais c'est quand même fou ce genre d'histoire. Il récupère Vince Carter. Tout à fait, Vince Carter, et ils n'arriveront jamais le blanc shooter, là. Quel shooter? Ryan Anderson. Ryan Anderson, tout à fait. Mais tu vois, ça vous paraît quand même pas incroyable que les mecs soient en finale NBA. Évidemment, une carrière, ça se gère. Le cash, mec. Le cash. Peut-être que le Turkoglu qui vient de réaliser peut-être sa plus belle saison en carrière, il se dit... C'est le moment de... Et puis peut-être il se dit aussi, bon, on fait finale NBA, pas sur un malentendu, mais ça restait malgré tout une perte. demi-surprise. Tu sors LeBron quand même, tu sors LeBron... Ouais, mais est-ce que le mec se dit, on est capable de refaire 2 fois la même chose? Ils auraient dû en tout cas y penser. Après, Boston était blessé cette saison-là et tout, mais... Enfin, je sais pas, t'es en finale NBA, si toi t'y crois pas, personne ne va y croire pour toi. Hein. Parce que l'année d'après, même avec le départ d'Ido Turkoglu, ils font finale de conférence. Ils ont l'avantage du terrain face aux Celtics. Ouais. Et ils sont menés 3-0 très vite dans la série. Ils étaient invaincus jusqu'à là en play-off. Ils avaient fait 4-0, 4-0 et ils sont menés 3-0, ils gagnent les 2 d'après et ils se font sortir par les Celtics aux portes d'une deuxième finale éventuelle. Ils nous auraient privé là aussi, ils auraient à 2 doigts de nous priver là aussi d'une finale Lakers-Celtics. Et derrière, ça c'est pareil encore une fois, plus compliqué, la fin de Dwight Howard. Avec Stan Van Gundy, c'est une catastrophe. Avec Stan Van Gundy, souvent les interviews où ils parlent de l'un de l'autre, puis ils se croisent, ils se tapent la main. La fin de Dwight Howard à Orlando, elle est ridicule. Elle est cata et celle de Van Gundy, elle est à peine mieux. Ouais, t'as raison. Mais j'ai l'impression qu'on est tous restés sur cette image en fait du Magic. Alors avant de parler d'aujourd'hui, hein, mais là on a quand même on a parlé que de trucs positifs sur l'époque de Dwight Howard. Tu vois, où c'est une équipe qui performe, qui a des vrais résultats. Tu rêves, Erwan, d'avoir les Knicks un jour dans ces eaux-là. Ah oui. Tu vois, je signe tout de suite. Et pourtant on a tous ce souvenir amer de la fin là où c'est vrai que les trucs d'interview on les voit derrière toi là, Erwan, mais c'était une catastrophe. Ils se détestaient en fait. Dwight Howard faisait la diva, il faisait tout pour se barrer. Van Gundy tenait plus son vestiaire et voilà, ça a explosé un peu comme ça. Bon. Du coup, après le départ de Dwight Howard, commence là pour le coup une reconstruction, comme beaucoup d'équipes en fin de cycle. Mais là, pour le coup, pour la première fois de leur histoire, elle va durer un peu plus longtemps. Ouais. Là le Magic va commencer à végéter un bon paquet de temps avant de retrouver les playoffs. L'année dernière. Ouais, avec Steve Clifford. Ouais, avec Steve Clifford et Evan Fournier en meilleur scoreur de cette équipe avec Vucevic. Tout à fait, ils vont enchaîner donc. Van Gundy va partir en 2012. C'est Jack Vaughn qui va arriver. Écoutez les bilans de Jack Vaughn, hein, quand même. Je vais dire que les victoires pour que vous sachiez que c'est cata. 20 victoires, 23 victoires, 15 victoires. Il sera remplacé par James Borrego, qui officie maintenant au Hornets. Énorme coach. Ensuite, il y a Scott Skiles qui arrive, ancien joueur de la franchise. Frank Vogel, 2 ans. Et Steve Clifford. Et avant que Steve Clifford arrive, ils n'ont pas de bilan positif depuis donc 2012.
C'est incroyable. Après, Donc là, ils végètent. Ils ont des choix de draft, hein, les Aaron Gordon, les Oladipo. Après, ils font des erreurs. On en a parlé avant, en préparant l'émission. Ils draftent Sabonis. On sait ce que a donné Domantas Sabonis cette année aux Pacers. Et ils trade Sabonis et Oladipo contre Serge Ibaka, qui fait un passage 4 à Erwan. Un passage dramatique. C'est l'Ibaka qui est en train de se perdre fin du Thunder en pensant qu'il était deuxième arrière. Donc vous tradez deux stars. C'est sûr que c'est pas le Ibaka du Magic, c'est pas le Ibaka des Raptors qui nous a régalé cette saison et l'année dernière quand ils sont champions. Ouais. Mais bon, ça fait partie des choses. En tout cas, on en avait fait un débat cette année. À voir aussi, ça va être intéressant cette année, les choix du Magic. On sait qu'Evan Fournier peut partir cet été. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne le max? Est-ce qu'on construit autour d'Evan? On va voir qu'est-ce que Evan a envie de faire. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre la suite de l'histoire du Magic. L'histoire du Magic, elle n'est pas finie puisque maintenant, on va ouvrir un grand débat. Quel est le meilleur joueur de l'histoire du Magic? Suspense ou pas d'ailleurs. Alors, je me suis fait corriger par Thomas, donc je vais rephrase, comme on dit en anglais. Quel est le joueur le plus iconique du Magic? Parce que c'est un meilleur débat, quelque part. T'as raison, parce que c'est vrai que c'est important, des fois, le meilleur, ça peut être en stats, en palmarès, mais des fois, il y a des joueurs qui incarnent plus que d'autres, alors qu'ils ont peut-être un palmarès un peu moindre. Donc, c'est pour ça qu'on va débattre de tout ça. Tiens, je vais commencer par toi, pendant que tu te laves les mains, mon petit Steph. Pour toi, quel est le joueur le plus iconique de l'histoire, de la jeune histoire du Magic? T-Mac. Ah ouais? Non mais moi je peux ça m'étonne. Moi c'est intéressant. T-Mac, alors palmarès inexistant, le néant, oui. Mais le joueur, j'ai plus kiffé regarder Tracy McGrady sur un terrain que Shaquille O'Neal. Alors Shaq a été dominant, mais la beauté du mec, un mec qui fait 2m6, qui joue poste 2, j'ai ce Thomas sur Yao Ming qui est monumental. Incroyable. J'ai ce Thomas sur Sean Bradley aussi qui est monumental. Ça c'est à Houston. Oui, quand il est à Houston. Mais je sais pas, il est beau, il remontait le terrain, son jump shoot à 3 points, enfin l'élégance. Moi j'ai adoré Tracy McGrady. Alors bien sûr qu'on va tous partir sur le Shaq, c'était le joueur le plus iconique, mais en termes de beauté à voir sur un parquet, sur un terrain, Tracy McGrady, c'était beau à voir. Alors, surtout, moi je vais aller sur le Shaq, mais surtout, moi je comprends que tu puisses dire Tracy McGrady, parce que Tracy McGrady, il a incarné un peu le Magic, et surtout, il y a eu Houston, où il a quelques coups de cheveux, on a l'impression que son prime, il est au Magic. C'est pas le cas d'O'Neal. O'Neal, il gagne avec son méga prime, c'est les Lakers, il gagne avec Miami, et finalement, quand on fait le bilan de la carrière du Shaq, on se dit... Orlando, c'est que le début. Oui. Alors, certes, c'est des stats monstrueuses. Et honnêtement, et pour moi, ça reste le meilleur joueur de l'histoire. Juste de sa période. Hein. À Orlando, ça reste le meilleur joueur. Maintenant, est-ce que c'est le plus iconique? Là, il y a un peu plus de débat, mais moi, j'irai quand même sur le Shaq parce qu'il a été iconique. Ça a été la première star du Magic. Moi, je me souviens toujours de cette image quand il plonge sur un ballon, il glisse, il voit la caméra, il fait la passe avant de sortir. Voilà, il y avait quelque chose. Mais il y avait cette Reebok aussi. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est ennuyeux avec le Shaq, c'est que c'est pas là où il a le plus brillé. Ça peut rentrer en compte. Mais c'est un super argument du coup qui va dans le sens de Steph. Du coup, tu peux nous dire Penny. Parce que Penny, pour le coup, c'est Orlando et basta derrière. Mais tu vas pas le forcer. Non, visiblement, je n'ai pas le choix. Non, mais Penny va d'ailleurs, Penny et Dwight vont venir dans le débat. Il y a un truc quand même, c'est que T-Mac et Shaq ne jouent que 4 saisons. C'est peu finalement. Pour marquer de ton empreinte une franchise. Bon, tu me diras que il lui a fallu une saison pour marquer son empreinte Toronto, mais moi j'irais quand même vers le Shaq parce que je pense que les résultats sont... Tu es obligé de parler des résultats quand tu veux marquer une franchise parce que sinon, si tu es à 40 points par match mais que tu passes jamais un tour de playoff, malheureusement, on peut pas te mettre en avant. Pourtant, moi, T-Mac, c'est ma génération, je le disais tout à l'heure, mais je crois que quand on pense au Magic d'Orlando, le Shaq, il vient rapidement à l'esprit parce qu'il a insufflé quelque chose dans une franchise qui n'avait pas d'identité. C'est pas méchant, mais quand tu as 3 ans d'histoire, tu n'as rien, quoi, quelque part, à part d'être en Floride et de ressembler à Mickey. Donc je pense que le Shaq, pour moi, c'est le plus fort, tu vois, en termes de niveau de jeu, qui est le plus haut, c'est le plus iconique, c'est celui sur lequel on pense... en tout premier, en tout cas, quand on pense au Magic d'Orlando. Il y a une vraie pensée pour Penny, parce que c'est vrai que les deux sont liés, et quand le Shaq part, le Magic continue de gagner des matchs, à être une bonne équipe de NBA, avec Penny qui fait des choses incroyables. Penny est quand même considéré comme le prochain Magic Johnson. Alors,
je sais qu'on aime bien faire des comparatifs comme ça, mais pour le coup, il avait vraiment ça en lui. Sur les finales NBA, ils sont jeunes hein, sur leur première finale NBA en 95. Et alors, le sweep, il est très sévère, hein, parce que le scénario du match 1 leur coupe les jambes, mais ils sont pas ridicules loin de là. Et on se dit que l'avenir leur appartient, surtout derrière. Je suis un peu déçu des 5 passes d'ess de moyenne. Je trouve ça un peu faible. Non ? Ouais, mais parce que c'est. Je vois ce que tu veux dire, mais après, je crois qu'il y a un moment où. Il y a sa fin de carrière, je vais te. Il y a sa fin de carrière, mais il a jamais. C'est les stats, en fait, les stats à Orlando. Non, les stats à Orlando. En fait, le truc de Penny, c'est qu'il est très fort à la passe sur son début de carrière, où il est très flashy et tout. Voilà, sa meilleure saison, c'est 21 points. 21 points, 7 passes. Et derrière, il a 5 points. Et en fait, derrière, quand il se blesse et tout ça, j'ai l'impression qu'on lui demande plus de scorer, en fait. Il est plus dans le scoring personnel. Voire même de jouer deuxième arrière. Ouais, exactement. D'ailleurs, quand il partira à Phoenix et tout, il sera même plus meneur de jeu. Donc, je pense que je vois ce que tu veux dire. Quand tu regardes, tu dis Penny, c'est un meneur, tu parles de Magic. Oui, Magic, c'est 10 passes, gros. Il n'y a rien à dire. Parce qu'aujourd'hui, regarde tous les meneurs de jeu NBA. 5 passes, oui, je pense qu'il y en a 30. Oui, mais alors le pace, c'est complètement le même. D'accord. 5, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 5, c'est pas beaucoup. Sachant que ça n'a jamais été un énorme score non plus. Non. C'est pas une carrière courte à son prime. Il est avec le Shaq, hein, mais c'est pas un mec à 28 ans par match, quoi. Mais en tout cas, c'est un mec qui incarne. Ouais, bien sûr, c'est un mec qui a incarné, en tout cas, ce début d'histoire. Quand tu regardes des highlights, tu vas sur YouTube, tu tapes highlights entraîneur Penny Hardaway, c'est Orlando. Hein. C'est pas New York. C'est pas New York. C'est pas New York. C'est pas Miami. Quasiment pas Phoenix, c'est pas Miami non plus. À New York, il a fait mal au cœur à New York. Il est un peu en surpoids. On a parlé du Shaq, on a parlé de T-Mac, on a parlé de Penny. Il y en a forcément un quatrième, c'est Dwight Howard. Oui. Alors son départ, il est tellement moche, mais il faut surtout pas qu'on oublie comment il a remis pour le coup Orlando sur la carte, comment on a pu construire autour de ce mec-là. On voit 8 saisons, c'est celui qui est resté le plus longtemps. J'ai l'impression des 4, c'est celui qui est resté le plus longtemps. Plus de 18 points, 13 rebonds, quasi 60% de réussite, plus de 2 contre, une finale NBA, 3 fois meilleur défenseur de l'année, 6 fois All-Star. Il y a un truc qui est intéressant dans ça. De high school en plus. Ouais, sorti de high school, absolument. Il y a un truc qui est intéressant, c'est la dernière ligne, c'est qu'il est 5 fois All-NBA First Team en 8 saisons du côté d'Orlando. Et finalement, il n'y a que le Shaq qui peut dire qu'il est le meilleur joueur sur son poste à Orlando. Enfin, il y a discussion. Il y a Hakim qui est meilleur. Il y a David Robinson. Il y a Patrick Ewing. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'y a aucun doute sur le fait que sur son poste, certes une période hyper creuse pour les pivots, il est le meilleur poste 5 de la NBA. Il n'y a rien à dire, quoi. Il est avec les Ben Wallace, les trucs, il est meilleur qu'eux. Donc, et c'est le seul. Et tu vois, quand on pense aux équipes qui vont en finale, est-ce que vous avez beaucoup de pivots en tant que première option, en tant que leader d'une équipe, en tant que tout ça me rigole pas comme ça parce qu'ils sont bien bêtes les gars en face. Eh bien, est-ce que vous avez beaucoup de pivots première option qui vont en finale NBA en fait depuis les années 2000 hein. Me sortez pas les années 90 ou les années 80. En 2000, c'est pas une question piège. Hein. T'as Shaq, Duncan. Il faut savoir. Kind of. Quand ça t'arrange, il est 4, quand ça t'arrange, il est 5. Moi, j'ai toujours dit que vous regardez les finales, hein, Duncan, il a quand même plus un jeu avec du post-up où il fait mal au mec. Alors certes, il a son tir avec la planche de Big Fundamentals, comme on dit, mais il a son tir avec la planche, mais il est quand même, quand il est contre Détroit, il est quand même... Karl Malone, il est souvent post-up, même s'il sort, non, ça veut rien dire. C'est pas comparable. Et puis surtout, Duncan, je l'ai déjà dit, il joue avec... Bon, admettons Duncan, de toute façon, on va pas... C'est pas ce que je veux dire. C'est que celui qui se rapproche le plus, c'est Duncan, mais qui a un poste 4-5. Donc ils sont pas beaucoup. On doit en oublier. Dites-nous dans les commentaires là. Après 7% de 3 points en carrière, je suis un peu déçu. Non mais quel pivot mène des équipes au moins en finale NBA quoi? Dans les années 2000. Hein. Dans les années 2000. Ils sont pas beaucoup. Non. Je réfléchis là depuis tout à l'heure. Si vous avez en régie les gars, n'hésitez pas. 4-5. Eric Dampier ou. Non ils sont pas beaucoup. Le Shaq. Ouais. Le Shaq et Duncan. Si on veut être sympa. Première option, tu me parles, c'est ça? Ouais, en première option. En tout cas, en visage de la franchise, tu vois. J'allais dire Ben Wallace, mais non. Non, mais Ben Wallace, non. Ah oui, non, je dis non. Non, il a dit non. Il est dans un collectif. Oui, après, il faut mettre des paniers pour gagner des matchs. Non, mais regarde, je fais chier. New Jersey, on peut remonter. Hein. Miami de D-Wade, bon, il y a le Shaq. Tes Mavs, 2007, c'est les Celtics, les Lakers. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas le. KG, pas. Voilà, ton pivot. Ouais. Voilà, hein. Après, dans les années 2010, t'as Miami Heat, t'as encore Duncan, t'as le Thunder, les Warriors. Les Warriors. Ouais.
Les Raptors, voilà, je crois. Cleveland, donc. Cleveland, bah, je crois qu'on est d'accord pour dire que Bravo, Dwight. Dwight, par le biais de son coach, un jeu et tout ça, mais par sa domination. Et pour rajouter des points à Dwight, c'est le premier rookie de l'année qui ne passe pas par la fac. Ouais. Je crois. Il est 2004, non, c'est LeBron. 2004. LeBron l'année d'avant. LeBron l'année d'avant. Donc voilà. Donc il est aussi rookie de l'année comme ça, sans passer par la fac, ce qui était quand même un. Bah ouais, c'est que les gars sont prêts à 17 ans, quoi. Les mecs étaient déjà prêts. Ouais. On a fait un point donc tout à l'heure sur l'actu, sur les résultats actuels de la franchise. Maintenant, on va avant de passer pour le quiz, Steph, on a le 5 majeur de la franchise. Ouais. Un petit peu. Et là, alors le truc du 5 majeur, c'est qu'on voulait. Tu vois, là, quand il n'y a aucun poste 4 dont on peut parler. On peut parler de Rashard Lewis, hein, si vous voulez, mais bon, a priori, il n'est pas dans le 5 majeur all-time. Donc on s'est dit quand même que le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs dans le 5. Donc parfois, il y a des doublons de postes. On a essayé de faire un truc cohérent en mettant quand même les meilleurs sur. Évidemment, Dwight Howard n'est pas poste 4, voilà. Mais bon, tu peux envoyer sur le principe, on est d'accord. Donc Penny Hardaway à la main, on en a parlé, il n'y a aucun problème. T-Mac, qui est le joueur le plus iconique du Magic pour Steph. Nick Anderson, qui fait figure un peu de. Je sais pas comment l'appeler, mais il est pas. Ouais, un peu d'intrus par rapport aux autres, même si vrai joueur, encore une fois. Hein. Mais bon, c'est pas le même niveau que les autres. Et Dwight et Shaquille O'Neal. Horace Grant doit être cité. Voilà, je dis Rashard Lewis. Moi, je suis OK pour mettre les deux gros parce que. Pendant le confinement, il y a eu plein de matchs sur NBA TV. Et tu vois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, les mecs qui jouaient avec deux gros lards à l'intérieur. Gasol, ouais, c'est ça. Mais ils envoyaient vraiment des fois deux pivots en même temps. Donc moi, ça ne me gêne pas. Moi, par contre, Nick Anderson, pour la longévité, très bien. Moi, je mets Turkoglu sur le poste 4. Sur le poste 3, pardon. Tu mets Hidayet à la place de Nick Anderson. Parce que ouais, mais t'es un peu dur quand même. Parce que Nick Anderson, mec, il joue quoi? Il joue 12 ans. Il se barre pas comme. Ouais, mais là, il joue 9 ans à Orlando, mec. En fait, Turkoglu, il est yeux dans les yeux avec LeBron. Alors, certes, LeBron a des stats supérieurs. Il lui met des tirs dans le museau. Il l'élimine en 2009. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre Turkoglu. Alors, c'est vrai que ça peut. De toute façon, il y a plein de mecs qui ne sont pas restés si longtemps que ça au Magic. Je pense que ce qu'il a fait quand même, Turkoglu. C'est dur quand même, parce que Nick Anderson, c'est 10 saisons. Il a quasiment 16 points de moyenne. À l'affectif, si tu vois l'effectif. Ouais. Mais moi, j'ai envie de mettre. Turkoglu m'a tellement laissé une image incroyable. Tu regardes Nick Anderson derrière toi, là. Ouais, il est en train de se concentrer là. Celui-là, il est pas beau. Hein. Il prend le rebond. Refaute. On n'oublie jamais qu'il prend quand même son propre rebond. Donc c'est bien joué. Et là, il célèbre. 0-4. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il est là, tu connais. Hop, là, un peu long. Comme il est énervé. Tu sais que tous les joueurs du Houston, ils pensent qu'ils ont perdu. Ils ont les mains sur les hanches au rebond. Là, il rigole. Tu sais, là, il rit jaune pour le coup. Vraiment, il se dit non. C'est pas possible, sachant que. 67% en saison régulière. Et là, le dernier, il le lance. Il le tire pas, il le lance. Cata. Et là, frérot, tu peux t'énerver, mon pote. Là, tu rentres chez toi, mec, tu dors pas de la nuit. Je pense qu'il a pas dû passer une bonne nuit. Donc toi, sur Turkoglu, tu me trouves dur aussi. Non, j'entends ton argument. De toute façon, moi, Edo, il est fantastique sur ce passage-là à Orlando, donc il n'y a aucun problème. Mais bon, je sais pas. Longévité de Nick Anderson. Ouais, longévité. Ça se tient. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt Nick Anderson ou Edo Turkoglu sur le poste 3. Pour le reste, on est plutôt d'accord. Et on joue très grand, évidemment, avec Dwight Howard et Shaquille O'Neal, avec deux Superman, même si Shaq ne serait pas tout à fait d'accord avec, avec ses surnoms. On ne va pas se quitter comme ça, forcément, si on parle du Magic d'Orlando. On va se quitter avec un petit quiz. Made in Stephen Brun sur spécial. Spécial t-shirt, bah oui. Spécial Magic. Ouais, alors 6 questions d'ailleurs. 1, 2, 3, 6 questions. La première, c'est une question de rapidité entre vous deux. Evan Fournier, Mike Pietrus, quel est le troisième joueur français à avoir joué à Orlando? What? Il n'y en a pas. Si. Attends, laisse-moi réfléchir. Je pensais que ça allait fuser un peu plus rapidement. Attends, j'étais pas du tout prêt. Il y a 3 joueurs français qui ont joué pour la franchise Orlando. Evan Fournier, Mike Pietrus et le troisième. Hein? Tu fous ma gueule? Attends, je te jure. Tariq Abdul-Wahab. Mais attends, je cherchais un gars récent. Kata. Oui, Wad, si. J'ai écrit la question, et entre parenthèses, j'ai mis très facile. Ah ouais, non, mais Wad. Non, mais attends, incroyable. Bien sûr. Deuxième question, donnez-moi le meilleur passeur all-time du Magic d'Orlando. Jamir Nelson. 2-0 pour Thomas Dufan. Une mort subite, chacun votre tour. Orlando a eu dans son histoire 5 joueurs qui ont remporté le titre de Most Improved Player, meilleure progression de l'année. 5 joueurs? Ouais. Qui commence? Toi, vas-y. T-Mac. Ça fait 1. Edo Turkoglu. Ça fait 2. C'est chaud, là. Est-ce que ce bon vieux Nick Anderson ne l'a pas eu? Nick Anderson, t'es éliminé. Attends, pour gagner, il faut que tu me sortes un blaze. Oh mince, attends.
Là, je fais 5 secondes. 4, 3, Aaron Gordon. 1. Non. Très bien. Personne prend le point. Il y avait Scott Skiles, Darrell Armstrong et Ryan Anderson. Pas cadeau, hein. Ryan Anderson, ouais. Darrell Armstrong très fort dans le creux post chaque penny. Ensuite, citez-moi les 6 joueurs ou coachs intronisés au Hall of Fame à avoir joué ou coaché pour le Magic d'Orlando. Ils sont 6, Erwan. Joueur ou coach. Joueur ou coach, le Shaq. Ça fait 1. Attends, il y a un gars qu'on a vu là, mais c'était... J'en ai un autre. Attends. Yes. Hall of Fame? Le 6e homme? Non, 5 secondes. Hall of Fame? Attends, je suis cata là, oh! C'est dur la reprise, hein. Éliminé, je sais Erwan, pas. tu valides ta Patrick victoire. Ewing. Patrick Ewing, ça fait 2. Allez, oui, Un ben point. oui! Il y avait Grant Hill. Grand Hill. Ah Il y avait oui! T-Mac. T-Mac. T-Mac, il est au Hall of Il est Fame. Hall of Fame. Oh, Il y la avait vache. Dominic Wilkins qui a joué une saison C'est vrai, c'est vrai, à c'est vrai. Orlando. Et il y avait Chuck Daly. Le coach. Chuck Daly. Il a coaché. Oui, il a coaché une saison, Chuck Daly. Eh ben, on a été Alors, très nuls. Mais effectivement, je pense... Oui, d'accord. Oui. 2-1 pour Thomas. Avant-dernière question. Pouvez-vous me dire, question de rapidité, pouvez-vous me dire quel record dans l'histoire de la NBA détient Dwight Howard, réalisé en 2012 sous le maillot du Magic? Record de... Toute NBA, histoire NBA. Ouais. Il a battu Will Chamberlain. au nombre de contres sur un match. Le dunk. Non. Pourcentage de tir sur une saison. Non. Euh, James Harden pourrait prétendre à battre ce record. Lancer franc raté consécutif. Non. Non, mais ça n'a rien à voir avec James Harden. Mais t'es pas loin. Au lancer, combien de lancers shootés par match? Ah, sur un match, il a tiré le plus de lancers francs. Ah oui. Point pour C'était Thomas combien Dupont. 39 lancers francs lancés sur un match. 18 sur 39. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu 2 joueurs qui ont eu du hack. Ouais. Hack Shaq, Hack forcément, Shaq et et hack Dwight. Dwight, c'était horrible. 3 pour Jordan. Tom. Et la dernière. Ouais, mais il a jamais joué au Magic. Ouais, c'est vrai. La dernière. Quelle est la particularité de Darrell Armstrong? C'est le seul joueur de l'histoire. Il a été kata au concours de dunk. Non. Le seul mais joueur de c'est pas le l'histoire seul. à avoir remporté sur une même saison 2 trophées. Lesquels? Meilleur intercepteur. Non, et... meilleure progression. Ça fait 1. Et un autre trophée, meilleur 6e homme. Meilleur 6e homme. Bravo. Darrell Armstrong, la même année, meilleur 6e homme et joueur ayant le plus progressé. Victoire de plaisir. Thomas Dufort sur le Magic d'Orlando. Eh ben, Merde, super. alors. Écoute, bah, c'est l'avantage, c'est que tu en auras d'autres, des franchises. En espérant être meilleur sur le prochain quiz, Steph vous l'a dévoilé, ça sera les Sixers de Philadelphia, les 76ers de Philadelphia, où là, pour le coup, l'histoire est bien plus longue et il y a plein de choses à nous raconter. Vous serez avec moi, messieurs? Bah, j'espère. Hein. Bien sûr. Parfait, ben, on se retrouve dans une semaine pour parler donc des 76ers de Philadelphia, les amis. Ciao l'équipe.